bien, c'est donc reparti pour la deuxième édition des forums France Culture, qui reprend l'organisation des 3 forums à la Sorbonne, dans le grand amphithéâtre, s'il vous plaît. Ça redémarre demain avec l'année 2013 vue par la philosophie. Ce sera le 22 février avec l'année 2013 vue par les sciences. Et puis, ce sera le 29 mars avec l'année 2013 vue par l'histoire. Alors aujourd'hui, nous avons voulu annoncer ce grand forum, entrée libre, je le rappelle, demain, qui démarre à 9h et qui se terminera à 18h dans le grand amphi de la Sorbonne, pour essayer de comprendre, au fond, est-ce que nous aimons bien faire régulièrement de ce qu'est l'actualité, comment on peut la lire avec cette actualité, avec les philosophes des philosophes. Bien sûr, vous savez qu'on a rendez-vous tous les jours avec Adèle Vanrette pour les chemins de la connaissance, qui animera demain toutes ces tables rondes. Mais aujourd'hui, on s'est dit, tiens, appelons à la rescousse des philosophes. Et puis alors, patatras, en voyant tout au coup et vérifiant le curriculum vitae d'un de nos invités, on se rend compte qu'il n'est pas du tout, a priori, philosophe. Jean-Claude Amezen, bonjour. Chercheur en biologie, passionné de sciences, passionné de philo, certes, et de poésie. Chaque semaine, la star de France Inter, le samedi à 11h, je ne le répéterai pas, ce formidable conteur nous transporte donc sur les épaules de Darwin, 1 million d'éditeurs, s'il vous plaît. Et donc, publication à l'appui, succès à l'appui, voilà que ce Jean-Claude Amezen-là, le savant, dirons-nous, intéresse le public et les auditeurs. Tandis que vous, Blandine Kriegel, bonjour. Bonjour. Vous êtes bien, tout à fait, labellisé philosophe. Je suis philosophe, je suis universitaire, philosophe. Voilà, professeur d'université. De philosophie. Voilà, et notamment avec... Mais j'ai fait de la philosophie avec Jean-Claude Amezen au Comité national d'éthique quand nous y étions à ça. Voilà, parce qu'il faut bien préciser effectivement que Jean-Claude Amezen préside aujourd'hui le conseil... Comment vous appelez ça, hein, le Conseil national... Le comité consultatif national d'éthique. Évidemment, il en sera question. D'abord, quand même, un mot. Le savant et le philosophe, comment voyez-vous, Jean-Claude Amezen, qu'on sait la popularité qu'a la philosophie aujourd'hui? Il faut simplement d'ailleurs rappeler les ventes, le succès de Philosophie Magazine, le succès des chemins de la connaissance avec Adèle Vanrette sur France Culture, qui est la deuxième ou première émission podcastée quasiment de tout le paysage radiophonique, je vous signale. Comment voyez-vous, l'attrait que le public, les auditeurs ont pour le savant? Est-ce que le savant, celui qui sait la biologie, qui sait la science du vivant, vient en appui, en contrepoint, en contradiction, en éclairage du philosophe? Alors je crois que ce que la plupart des gens commencent à réaliser, c'est que il n'y a pas une seule grille de lecture qui permet de rendre compte de l'ensemble de la réalité, et que donc si on les croise, une approche philosophique, une approche scientifique, une approche biologique, une approche anthropologique, au fond la réalité devient plus riche, et la capacité à imaginer, à penser, à réfléchir, à choisir s'accroît. Et donc je crois qu'il y a, en tout cas en ce qui me concerne et ce que je tente de faire, c'est pas seulement montrer que la biologie ou les sciences dites dures sont accessibles à différents niveaux à chacun, font partie de la culture, mais c'est d'essayer de montrer que elles s'articulent, elles complémentent d'autres approches possibles, qu'elles soient des approches philosophiques ou qu'elles soient des approches artistiques. Et je crois que les sciences... la biologie, la physique, les mathématiques ont ce statut un peu particulier dans notre culture et en particulier dans notre pays, qui fait qu'on pense que c'est un domaine réservé, c'est un domaine où peu de personnes peuvent accéder et où on peut accéder, où on est totalement exclu. Et pour d'autres approches, encore une fois la philosophie, l'histoire, même certaines approches scientifiques comme l'astronomie ou l'archéologie ou les arts, chacun sait qu'on peut y cheminer, on peut y aller plus ou moins loin. Et donc je crois qu'il y a une appétence dans la société pour ce qui montre que l'approche scientifique, chacun peut s'y engager plus ou moins loin, mais que c'est pas quelque chose de totalement extérieur, qui ne fait pas partie de la culture. Vous savez qu'on a cette habitude dans notre pays de séparer des lycées ceux qu'on appelle les scientifiques et ceux qu'on appelle les littéraires, comme si au fond le monde était divisé en deux et que l'approche scientifique ne faisait pas partie, encore une fois, de la culture. Alors un mot, quand vous parlez de savant, moi je crois qu'il y a une grande appétence. C'est un mot qu'on n'emploie plus beaucoup, pourtant c'est un très beau mot, hein, le savant. C'est un très beau mot. Vous êtes un savant. Je suis un chercheur. C'est-à-dire, je crois, comme le font les philosophes, c'est pas simplement s'appuyer sur la connaissance qui est considérable et qui est ancienne, mais questionner, remettre en question, aller à la recherche de connaissances nouvelles. Et je crois que c'est cette recherche qu'on sent bien au niveau général dans toute une série d'approches, y compris artistiques, que la société aime bien voir
dans la recherche. Et donc je crois qu'on est passé un peu de la vision du savant du 19e siècle à la vision du chercheur, qu'on peut accompagner dans son questionnement. Je ne vous ai pas encore traité de Trifon Tournesol, Jean-Claude Amezen. Blandine Kriégel, et puis nous passerons à ce décryptage de l'actualité tel qu'on a envie de le comprendre avec vous. Mais tout de même, alors, que fait la philosophe devant, disons le chercheur? Est-ce que la philosophie devant les sciences du vivant, devant la biologie, devant la physique, que fait la philosophie? Elle commente, elle donne du supplément d'âme, elle décrypte. Je crois d'abord que la science a une importance particulière pour la philosophie. Non seulement parce que l'épistémologie, c'est-à-dire l'étude des sciences, a été un très grand courant, très vigoureux de la philosophie française, avec Bachelard, Canguilhem et tant d'autres, mais d'abord et avant tout parce que, au sein des sagesses, toutes les civilisations ont élaboré des sagesses. La caractéristique de la philosophie, n'est-ce pas, qui est une sagesse occidentale, c'est qu'elle a été occasionnée par une mutation justement des sciences, à savoir la naissance de la mathématique. Tout le monde connaît la devise que Platon avait fait mettre au fronton de son école, n'est-ce pas? Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. La philosophie ne serait pas née s'il n'y avait pas eu cette irruption de la mathématique, c'est-à-dire en fait cette discipline extrêmement étrange qui n'est pas liée au vécu humain, et qui pourtant, si vous voulez, est beaucoup plus opératoire pour la pratique humaine, par exemple pour arpenter, pour mesurer un champ, alors qu'elle est abstraite, n'est-ce pas, qu'elle est logique, qu'elle fait partie du raisonnement. Et donc, c'est cet événement qui a fait que est apparu dans les sagesses cette mutation qui est celle de la philosophie. Au point d'ailleurs que on peut, si vous voulez, scander l'histoire de la philosophie à partir de l'apparition de continents scientifiques nouveaux, la mathématique dans l'Antiquité, les sciences physico-chimiques qui donnent naissance à ce qu'on appelle la mécanique classique et qui induisent la philosophie des modernes, et enfin la biologie chère à Jean-Claude Amezen, qui a réordonné, si vous voulez, toute la philosophie contemporaine. D'une certaine façon, c'est une façon de lire la philosophie. Donc, au fond, qu'est-ce que font les philosophes, disons-le, n'est-ce pas? C'est qu'ils essaient, sans compter, bien sûr, plus tard, les sciences humaines, comme on les appelle. Alors, que font les philosophes? Les philosophes, comme, au fond, toute philosophie est une réflexion à partir de la vie humaine et de l'expérience humaine, de la culture humaine. Les philosophes, eh bien, dès le départ, n'est-ce pas, avec Socrate, qui se promenait dans les rues, si vous voulez, athéniennes, ont réordonné, si vous voulez, la réflexion que toute société a sur sa manière de vivre, ses mœurs, enfin, au fond, tout ce qu'on peut tirer comme leçon sur la vie humaine, les questions que les hommes se posent, à partir de cette donnée de la science, c'est-à-dire, au fond, cette sorte de décalage qui déporte la réflexion, au fond, la sagesse vers la culture, une interrogation sur la culture. Et donc, que font les philosophes? Eh bien, ils essayent de mettre en relation, si vous voulez, au fond, les différents aspects de notre vie à partir de cet événement qui fait que nous ne sommes pas simplement, n'est-ce pas, des êtres qui, au fond, vivons, nous reproduisons comme les autres animaux, mais produisons, n'est-ce pas, de la culture et de la culture scientifique. Alors, donc, la science est fondamentale pour la philosophie. Alors, la science est fondamentale pour la philosophie. Vous avez parlé de sages. Il y a d'autres sages, ceux qui vérifient la constitutionnalité de nos lois. On les appelle les sages, au Conseil constitutionnel, par exemple. Donc, sage contre sage. Comment se régit aujourd'hui la société par la loi? La loi a-t-elle raison? La loi, au fond, définit-elle une norme ou, comme on le dit souvent, la loi arrive-t-elle toujours un peu en retard pour enregistrer simplement des mutations de société? On voit qu'il y a aujourd'hui tout un arsenal de lois. Il y a eu la loi pour le mariage pour tous l'an dernier. Il y a aujourd'hui à nouveau une loi pour simplifier la question des procédures de l'interruption volontaire de grossesse. Il y a une loi pour, là aussi, simplifier la procédure de divorce par consentement mutuel. Il y a des réflexions, notamment sur une loi afférant aux affaires de l'euthanasie, qui agite beaucoup les médias aujourd'hui. Quel est votre sentiment sur cette question? Est-ce que le philosophe et le savant ont un avis, et j'imagine surtout en plus le président actuel du comité consultatif national d'éthique? Je vous propose d'écouter juste hier votre prédécesseur sur France Culture, chez Caroline Brouet, à 13h, Didier Sicard. La loi n'est pas faite, je pense,
en France pour résoudre toutes les questions existentielles, droit à la vie, droit à la mort. La loi est faite pour protéger les plus vulnérables, pour régir le droit du vivre ensemble. Et l'usage du principe de précaution utilisé par les juristes du tribunal me paraît alors là complètement démesuré, parce que le principe de précaution, il n'est pas là pour protéger la vie. Alors, est-ce qu'il faut protéger le fœtus qui, à 9 mois, avant d'apparaître, sera mis à mort parce qu'on découvre un handicap? Est-ce que telle personne à qui on arrête une respiration ou une perfusion et qui va mourir, on n'a pas respecté le droit à la vie? Donc, le principe de précaution et le droit à la vie me paraissent être des principes totalement dénués de fondement juridique. Voilà, il n'y allait pas de main morte, Didier Sicard. Alors, Jean-Claude Amezen, Blandine Kriegel. Mais, écoutez, là, évidemment, nous abordons in medias res une très grande question, mais plus généralement, nos sociétés, en particulier les sociétés démocratiques, sont des sociétés de droit, n'est-ce pas, des États de droit. Et au début, il faudrait d'abord s'en réjouir. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'au lieu de résoudre les conflits, n'est-ce pas, les discussions par un simple et pur rapport de force, par la violence, nous les réglons par la négociation juridique. Et c'est un très grand progrès, n'est-ce pas? C'est un très grand progrès. Et donc, au début, il faut... Alors, vous savez bien que là encore, n'est-ce pas, c'est un très long processus de toute l'histoire de l'humanité. Alors aujourd'hui, évidemment, et là je rejoins ce que dit Didier Sicard, n'est-ce pas, qui a présidé le Comité national d'éthique et qui était un homme d'une grande sagesse et qui a fait beaucoup, n'est-ce pas, pour la prise de conscience générale des uns et des autres de ces problèmes nouveaux, pas, qui sont liés au progrès, à la naissance de la biologie. Bien sûr, là où il a tout à fait raison, me semble-t-il, c'est que même si nous devons nous réjouir du développement de la négociation juridique, la loi ne peut pas prétendre régler tout. D'ailleurs, vous savez, Rousseau disait, au fond, la loi ne peut porter que sur des problèmes généraux, n'est-ce pas, sur des questions générales. Dès qu'on entre dans un détail trop précis et qu'on veut faire en particulier des lois a priori, alors que la société est extrêmement complexe, évidemment, on est amené à faire n'importe quoi. Voilà. Alors, et donc, il donnait des exemples. On a tendance à réglementer, on a tendance à... La loi devient à ce moment-là une administration a priori, mais la loi, ce n'est pas ça, n'est-ce pas? La loi, ce n'est pas ça. Vous allez être amené, fatalement, vous prononcer sur cette question-là. Oui, je crois qu'il y a plusieurs... Vous l'avez déjà fait, Jean-Claude Amezen. Oui, il y a plusieurs dimensions. Il y a ce que dit Blandine Kriegel, c'est que le droit, c'est ce qui s'oppose à l'arbitraire. Et donc, il y a une façon de vivre ensemble qui est fondée sur ce qu'on appelle le débat raisonné, la délibération, et non pas sur des rapports de force. Il y a deux aspects. Il y a la manière dont le droit permet de respecter chaque personne. Au fond, si vous regardez les grandes évolutions, y compris au XXe siècle, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits de la personne, dirait-on aujourd'hui. Et après, la question, c'est comment ces grands principes sont-ils introduits dans la réalité par l'intermédiaire de la loi, de la discussion, d'un débat raisonné. Et je crois qu'il y a deux aspects. Il y a le fait que les conflits, les problèmes soient réglés et les droits de chacun soient respectés par un processus de délibération, mais il y a le fait de la dimension universelle. Et si on regarde de manière très schématique ce qui se passe depuis très longtemps, il y a toujours eu une vocation d'universalité qui était restreinte à certaines personnes. La démocratie athénienne est la première démocratie, mais tout le monde y était libre et les droits de tous étaient respectés, sauf ceux des femmes, des étrangers, des esclaves. La déclaration d'indépendance des États-Unis, qui est la première déclaration à vocation universelle, pose que tout le monde est libre et a des droits fondamentaux, mais l'esclavage est maintenu. Et on peut continuer comme ça. Et vous savez que dans notre pays, pays des droits de l'homme, le vote des femmes, c'est-à-dire la participation de la moitié de la population à la délibération et au choix collectif, n'a que 70 ans. Donc je crois qu'il y a ces deux dimensions. Il y a la délibération, le respect des droits de la personne, et l'inclusion, c'est-à-dire au fond, la volonté de ne pas exclure une partie de la population ou de l'humanité, des droits qu'on considère fondamentaux. Mais ce que dit Blandine Kriegel est très important. Les droits, c'est ce qui protège, et la loi, c'est ce qui protège au fond la possibilité de chacun, individuellement et collectivement, d'inventer son avenir. Et donc c'est ce qui préserve aussi la liberté. Mais êtes-vous bien sûr que la loi invente l'avenir, Jean-Claude Amezen? Est-ce que la loi n'enregistre pas? Non, je ne dis pas que la loi invente l'avenir. Je dis que la loi
permet de régler le vivre ensemble en laissant la possibilité à chaque personne et à la collectivité d'inventer son avenir. Elle ne peut pas tout régler, parce que si elle réglait tout, à ce moment, eh bien, il n'y aurait plus de possibilité d'inventer l'avenir. Et vous voyez que respecter les droits de chacun, y compris les droits à la liberté, c'est quelque chose de compliqué et qui nécessite une remise en question permanente. Et quand Blandine Krigel parlait de la philosophie et de l'épistémologie, au fond, c'est que faisons-nous de ce que nous avons appris? Que faisons-nous de ce que nous connaissons du monde et de ce que nous connaissons de nous-mêmes? Mais par exemple, sur la question de l'euthanasie, on parle qu'il faudrait au fond améliorer ce qu'on appelle les ambiguïtés, les zones un peu obscures de la loi Leonetti. Mais est-ce qu'au fond, ces zones un peu obscures ou ces zones un peu ambiguës, elles ne permettent pas justement d'agir pour les uns et les autres, dans le secret de leur famille et de leur dignité, sans justement tomber sous le coup de la loi? Si vous voulez, est-ce que parfois la loi ne peut permettre ça? Les exemples que vous citiez tout à l'heure, interruption volontaire de grossesse, assistance médicale à la procréation, fin de vie, il s'agit de réflexions sur les lois qui concernent la fin de vie et pas spécifiquement l'euthanasie ou l'assistance au suicide, qui sont des réponses possibles à cette réflexion. Je crois que la question ici n'est pas la question de l'intimité. La question est le rôle que la société demande à la médecine de jouer. Et donc, c'est qu'est-ce que la société attend de la médecine? Qu'est-ce que la médecine peut et doit apporter? Il ne s'agit pas de la manière dont chacun vit, je dirais, dans son intimité, sa vie. Il s'agit des relations entre la personne, la médecine et la société. Nous vous retrouvons tout à l'heure à 8h15, Blandine Krigel, Jean-Claude Amezen, 8h15. Comme chaque jour, le débat est introduit par Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Oui, ma question est directe. Nous avons des juristes, nous avons des sociologues, des anthropologues, des économistes, des spécialistes de la théorie politique, des analystes des relations internationales, des historiens des idées et même des historiens du temps présent. Alors, quelle est aujourd'hui la valeur ajoutée de la philosophie, cette discipline qui n'a pas d'objet précis? Pourquoi des philosophes? C'est à vous Brice. 8h17. Merci Marc. Oui, en 1957, Jean-François Revel a publié un bref essai dont le titre sonnait comme un défi. Pourquoi des philosophes? Ce livre a eu un tel écho que Revel l'a réédité à plusieurs reprises, lui rajoutant d'intéressantes préfaces et répondant à ses détracteurs dans un autre essai, La Cabale des dévots. Tout cela est publié tout récemment par la collection Bouquins avec une préface de Philippe Reynaud. Certes, une bonne partie des polémiques qu'il menait, Revel alors, apparaissent aujourd'hui comme datées. L'éclectisme, dont il accusait la profession, à laquelle il reprochait de chercher à rendre compatibles Marx et Heidegger, comme autrefois Victor Cousin avait prétendu marier rationalisme et spiritualisme, eh bien, cela a progressivement disparu des écrans radars. Les polémiques contre le structuralisme aussi sont datées aujourd'hui. Quant aux diatribes enflammées de Revel contre Teilhard de Chardin, elles nous paraissent franchement anachroniques. Personne ne lit plus cet auteur dont on se demande comment une pensée aussi vague a pu séduire tant de brillants esprits dans les années 50. De même, l'idée selon laquelle la plupart des questions philosophiques ont déjà trouvé ou trouveront bientôt des réponses dans les sciences, et en particulier dans la psychanalyse, apparaît aujourd'hui comme bien optimiste et franchement positiviste. Mais les reproches de fond qu'adressait à la philosophie ce normalien agrégé de philo méritent d'être pris en considération. Il semble, écrivait Revel, que chaque fois qu'apparaît une école philosophique nouvelle, elle ne surgisse pas de l'intérieur du champ philosophique lui-même à travers un processus d'invalidation des philosophies précédentes, mais à l'occasion de l'élection par le milieu d'une discipline d'appui nouvelle. Alors ça a pu être les mathématiques pour Descartes, l'histoire pour Hegel, la biologie pour Bergson, la linguistique pour le structuralisme. Mais les grandes révolutions intellectuelles, écrit Revel, n'ont pas été le fait des philosophes. Ceux-ci se sont contentés d'emboîter le pas aux sciences de leur temps, essayant de tirer vaille que vaille quelques bénéfices secondaires d'avancées scientifiques dont ils n'avaient en général qu'une idée assez vague. Mais chaque fois, ils ont tenté de transposer une méthode et une terminologie hors de leur champ d'application, le cas du structuralisme étant d'ailleurs dans ce domaine limite. Quant à la philosophie réduite par l'enseignement à une histoire des grands systèmes philosophiques, elle manque complètement son objet, dans la mesure où elle demeure généralement ignorante des contextes intellectuels, épistémologiques dans lesquels baignaient leurs auteurs. Aussi se condamne-t-elle à présenter des réponses amputées de leurs questions, et dans son morne récit,
l'histoire de la philosophie devenue un but en soi avoue avoir rompu avec tout effort d'élucidation du réel. On est appelé à entrer dans la pensée d'un auteur sans s'interroger sur sa pertinence, ni même à chercher à comprendre quel était au juste le point d'application de sa doctrine. Les grandes théories philosophiques, disait-il encore, paraissent d'autant plus cohérentes qu'elles utilisent des concepts et un lexique qui leur sont propres, mais dont les facultés d'élucidation paraissent marquées par une espèce de loi de rendement décroissant. En quoi nous permettent-ils d'appréhender le réel ? Je le disais tout à l'heure, la sociologie, l'économie, l'histoire même nous en apprennent bien davantage sur ce que nous vivons. Dès lors, concluait Jean-François Revel, la philosophie, je le cite, la philosophie n'est plus qu'un mélange de considérations douteuses, présentées avec la rigueur apparente d'une systématisation artificielle sur la base de connaissances partielles et vagues. Elle est devenue une convention, une façon de s'exprimer et, pour tout dire, une province de la littérature. Il disait aussi, c'était une manière de survie pour deux disciplines en voie d'extinction, la religion et la rhétorique. Alors la charge était violente, je vous le concède, mais la question reste d'actualité. Pourquoi des philosophes ? Voilà, la chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Et puis on va juste donner une référence, Brice, le Revel que vous avez, il est aux éditions... Chez Robert Laffont, dans la collection bouquins. Voilà, ça s'appelle Histoire de la philosophie occidentale, parce que ce texte est suivi d'une histoire de la philosophie que Revel connaissait fort bien. Bon, je vois que Blandine Krégel est prompte à réagir tout de suite à cette question et à ces réflexions de Jean-François Revel. Blandine Krégel. Oui. Et oui, d'ailleurs, lors de la première intervention de Brice Couturier, j'ai tout de suite écrit, n'est-ce pas, à quoi servent les philosophes, pourquoi les philosophes, que cette charge avait déjà été faite, évidemment, par Jean-François Revel il y a quelques années. Alors, elle a été très utile. Pourquoi ? Parce que fustige-t-elle ? Elle fustige la mauvaise philosophie, n'est-ce pas, essentiellement. Et de ce point de vue, évidemment, elle fait à la fois du mal et du bien. Mais comment peut-on lui répondre ? Eh bien, très simplement, par rapport à son argument principal, à savoir que les sciences humaines, en quelque sorte, ont remplacé la philosophie, ou que la philosophie n'est plus qu'une mauvaise théologie. On pourrait évoquer l'exemple de ces grands philosophes allemands qui ont dû fuir l'Allemagne après la catastrophe effroyable qui l'avait ravagée pendant la première moitié du XXe siècle. Je pense à Léo Strauss, à Hannah Arendt, à Isaiah Berlin, qui ont justement redignifié et relégitimé l'importance de la philosophie, en particulier de la philosophie politique, par rapport aux sciences humaines, pour essayer de comprendre, n'est-ce pas, les véritables racines, c'est-à-dire en fait une réflexion sur les valeurs qui avaient conduit l'Allemagne à devenir, selon le mot de William Scherer, folle. Mais si vous me permettez, je préfère un autre exemple, n'est-ce pas, que j'emprunte à notre environnement le plus proche, c'est celui d'un grand peintre, impressionniste ou néo-impressionniste, qui est Gauguin, qui ne connaît le grand tableau, n'est-ce pas, de Gauguin, qu'il a intitulé « D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ?» Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que ces questions, n'est-ce pas, on peut les formuler autrement, de façon plus technique, comme l'a fait le philosophe Kant, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Que m'est-il permis d'espérer ? On peut. Mais ce sont des questions que tous les humains se posent. Tout simplement, au fond, tous les humains sont philosophes. C'est-à-dire, tous les humains, au-delà de leur expérience, au-delà de leur savoir, des savoirs positifs qu'ils ont acquis, s'engagent dans cette attitude que la philosophie appelle la réflexion. D'ailleurs, c'est pour ça que Hegel disait que la philosophie est comme l'oiseau de Minerve, elle vient le soir tomber, ils reviennent. Depuis que nous enterrons nos morts, que nous faisons des funérailles, eh bien, nous reprenons, si vous voulez, d'une manière critique, d'une manière interrogative, une réflexion sur notre vie. Et alors, comme je le disais au départ, la caractéristique, au fond, c'est ce que font toutes les sagesses humaines. On peut dire de la philosophie, dans un premier temps, ce que nous dit Jean-François Revel sur toutes les sagesses, à savoir qu'après tout, il faudrait qu'il n'y ait plus de sagesse, qu'il n'y ait plus que des savoirs positifs. Mais justement, les humains sont ainsi faits que ça ne leur suffit pas. Les savoirs positifs, ils veulent quelque chose d'autre, ils veulent une réflexion sur des choses qui transcendent les savoirs positifs, qui transcendent la finitude de la vie humaine. Et évidemment, la caractéristique de la philosophie, donc, qui est une sagesse occidentale, est que ces questions
elle les pose justement par rapport aux sciences, n'est-ce pas, en tenant compte de l'existence des sciences. Et donc, de ce point de vue-là, alors il y a, et c'est ça que nie Jean-François Revel, c'est que, évidemment, cette sagesse occidentale, qu'est la philosophie, a accumulé un corpus, n'est-ce pas ? Elle a accumulé, comme la médecine, il y a une médecine, il y a une médecine, mais il y a une musique, je dirais, comme la musique, il y a un corpus, n'est-ce pas, de systèmes philosophiques, une tradition de systèmes philosophiques. Oui, mais les sciences, elles accumulent un corpus par contradiction de la théorie précédente. Oui. Alors que la philosophie, elle ne progresse pas. Mais si, alors, si. Jean-Claude Amezen sur la question. Attendez, juste un mot. Non, mais il faudrait que Jean-Claude Amezen puisse... mais la philosophie aussi, la philosophie moderne n'est pas tout à fait rivée à la philosophie de l'Antiquité. Mais si. Et d'ailleurs, alors c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que si on prend les grands philosophes de l'âge classique, ils sont tout uniment, à Descartes, à Leibniz, ils se sont aussi des savants, n'est-ce pas, philosophes et savants. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais les savants d'aujourd'hui, et je pense que Jean-Claude Amezen ne me défendra pas, on va le voir, qui ne font pas profession, si vous voulez, principale de philosophie, ont aussi ce que Althusser appelait très justement une philosophie spontanée, c'est-à-dire qu'ils ont des principes, ils ont des normes, ils ont même des valeurs qui peuvent guider leur réflexion. Et donc, interroger ces principes, ces normes, ces valeurs, qui ne sont pas tout à fait celui de la pratique de leur savoir, évidemment, a un intérêt non négligeable, me semble-t-il. Jean-Claude Amezen. Oui, alors moi je crois que lorsque les questions sont importantes, lorsqu'il s'agit de savoir comment vivre ensemble, que ce qu'il convient de faire, non seulement d'où nous venons, qui nous sommes, où nous allons, mais que convient-il... Titre du tableau de Paul Gauguin. Voilà. De faire, je crois à la pluralité des regards. Je pense qu'aucune approche, aucune discipline ne permet à elle seule d'embrasser la complexité de ces questions. Et je crois beaucoup au croisement des regards. Je crois que depuis 30 ans, la création du Comité consultatif national d'éthique témoigne de cette idée qui est nouvelle, que lorsqu'il s'agit de questions médicales ou biologiques ou scientifiques, mais qui ont comme objet le respect de la personne, les droits de la personne. Au fond, l'idée, c'est qu'aucune expertise ne suffit à elle seule. La biologie ne suffit pas, la médecine ne suffit pas. Et donc, c'est le croisement des regards. C'est ce qu'apporte la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, le droit, la biologie et d'autres approches scientifiques qui permet de construire le regard le plus ouvert possible. Et donc, je crois que chaque approche, chaque discipline, chaque pan de la culture peut apporter sa contribution, tant qu'elle ne pense pas qu'elle peut, à elle seule, nous permettre de vivre au mieux. Et donc, je crois à ce croisement des disciplines, à ce croisement des regards, à ce croisement des cultures. Et je pense que nous sommes toujours plus riches que ce que nous pensons a priori. Et c'est difficile. C'est à la fois... On sait bien, même en science, que c'est le croisement des disciplines qui fait émerger en général les découvertes les plus extraordinaires. Mais on a du mal. Pourquoi ? Parce qu'il faut à la fois avoir la fierté de ce qu'on apporte en termes de connaissances, de savoir, et l'humilité de penser qu'on a besoin de l'autre. Donc je crois que dans ce sens, opposer différentes approches qui consistent à nous questionner, à questionner le monde, a quelque chose d'un peu réducteur. Et c'est vrai qu'il y a toujours une tentation compréhensible pour ceux qui sont plongés dans une discipline passionnante, de penser qu'elle pourrait suffire à elle seule. Je dirais, si lorsque ce qui nous concerne... Il y a un très beau livre de Martin Buber qui s'intitule « Je et tu », et qui consiste à dire, au fond, nous sommes tous des sujets et acteurs de notre vie. Nous disons « je », nous disons « tout », nous essayons de construire un « nous ». En quoi ce que toutes les connaissances nous apportent nous enrichissent en termes de je, de tu et de nous, d'intersubjectivité, de liberté, et en quoi elle risque au contraire de nous appauvrir, si on a l'impression qu'on doit se mettre au service d'une façon de voir le monde. Et je crois que c'est lié à la recherche aussi, c'est-à-dire que ce que nous enseigne l'histoire, ce que disait Blandine Krigel, c'est que notre façon de voir le monde, notre façon de nous voir, il y a 1 siècle, il y a 2 siècles, il y a 5 siècles, nous paraît rétrospectivement intéressante mais insuffisante. Et donc notre façon de nous voir et de voir le monde aujourd'hui, d'une certaine façon, il lui manque
ce qui s'élaborera dans les années et les siècles à venir. Et si nous sommes conscients de ça, nous avons cette envie de chercher partout où c'est possible ce qui peut complémenter notre connaissance. Oui, bien sûr, Jean-Claude Amezen, l'envie de chercher. Mais comment le chercheur, le philosophe ou le savant font-ils quand le politique, le citoyen, lui demande de trancher au nom de son savoir? Je pense là encore que... Est-ce qu'il y a un paradoxe qu'il faut assumer parfois? Parce qu'au nom de votre compétence, on va vous demander sans doute quelque chose qui servira à inscrire, par exemple, une loi sur tel ou tel sujet. Si vous voulez, une démocratie, c'est une réflexion vivante qui est en train de s'élaborer de manière collective. Nous avons l'habitude en France, peut-être parce que nous avons ce côté cartésien, il y a la réflexion et l'action, nous avons l'habitude de penser que... au fond, il y a un lien direct entre des disciplines, des connaissances, le droit, la philosophie, la science, et puis l'action. Ouais. Et le court-circuit, c'est la réflexion collective, c'est la délibération. Nous sommes un pays où on croit au sondage, c'est-à-dire que pensent les personnes à un moment donné. On croit au débat au sens opposition d'opinions déjà préétablies. On croit aussi aux manifestations. Mais... cette idée qui, depuis longtemps, dans d'autres pays d'Europe du Nord ou du monde anglo-saxon, consiste au fond à favoriser la réflexion collective entre des gens différents, pas entre des gens qui pensent a priori déjà la même chose ou qui sont dans la même profession. Un peu conférence sur le modèle, consensus. Voilà, un peu sur le modèle, mais si vous voulez, que ça soit le débat public, la conférence de consensus, les conférences de citoyens, c'est-à-dire au fond ce qui fait qu'en se mettant à plusieurs ensemble, eh bien on peut faire émerger des réponses qu'aucun des participants, a priori, n'aurait eu seul. Donc, au fond, cette confiance dans la délibération avec l'autre, qui permet je crois que l'expertise, ce qu'on appelle l'expertise au sens très large, elle consiste à montrer les possibles. Elle ne consiste pas à proposer une solution. Et à ce moment, dans la meilleure connaissance des réponses possibles, eh bien, c'est à la collectivité, à nous, d'inventer la meilleure réponse que le législateur ensuite va faire rentrer dans la loi. Et donc, je crois que c'est quelque chose d'important. Vous savez qu'il y a un principe depuis 70 ans qui naît dans le désastre de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un principe qui est un des pilier de l'éthique biomédicale moderne, et qui est ce qu'on appelle le choix libre et informé. Et donc, comment faire que ce principe, au niveau individuel, dans les relations entre une personne et son médecin, puisse se traduire d'une manière collective, c'est-à-dire que la société puisse disposer d'informations les plus valides, les plus sérieuses possibles, et ensuite rentrer dans un processus de délibération qui permettra de faire émerger ou de proposer les réponses les plus intéressantes. Blandine Kriegel. Oui, je crois que Jean-Claude Amezen vient de dire une chose qui est fondamentale, et surtout fondamentale, n'est-ce pas, dans une société démocratique, c'est que la conscience, si vous voulez, est plus haute. Nous considérons que la conscience est plus haute que la compétence. Bien sûr, nous avons besoin d'experts, au moins depuis Rousseau. Bien sûr, nous avons besoin d'experts. Bien sûr, nous avons besoin de compétences. Bien sûr, nous avons besoin de connaissances. Mais à partir du moment où il s'agit, n'est-ce pas, au fond, de valeurs communes, de valeurs collectives, eh bien, nous estimons que, au fond, tous les humains, quels qu'ils soient, sont également, si vous voulez, ont également le droit de faire jouer la conscience. Et par conséquent, vous voyez, là, on revient à la question que vous posiez sur le droit. Pourquoi nos sociétés sont des sociétés de droit? Parce que le droit, comme d'ailleurs dans un tribunal, vous savez, c'est toujours une décision. Ce n'est pas une décision a priori, c'est une décision a posteriori, après qu'on a entendu les différentes parties. Donc, en vérité, aujourd'hui, bien entendu, la législation, elle vient après le débat. Et là, bien sûr, il ne faut pas séparer, n'est-ce pas, la réflexion philosophique, c'est-à-dire une réflexion sur les normes, une réflexion sur les principes, une réflexion sur au fond, les clés, n'est-ce pas, d'un certain nombre de disciplines. Il ne faut pas la séparer des autres réflexions. Mais est-ce que le paradoxe n'est pas qu'au fond, quand les sages, les savants, les philosophes auront délibéré, auront construit un dialogue, notamment, avec une diversité pour essayer d'aborder et de trancher, enfin, d'aider, on va dire, le politique à trancher une question, est-ce qu'ensuite ils ne se retrouvent pas pris au piège de la question de la norme, que la loi va de fait instituer? Mais si vous voulez, encore une fois, l'expertise, la connaissance est mise au service de ce qui la dépasse. De la même façon, d'ailleurs, que le droit est mis au service de ce qui le dépasse, qui est le respect de chacun et l'exercice possible de la liberté. Et donc, je crois que, encore une fois, on ne peut pas, dans une démocratie qui se veut véritablement une démocratie vivante, faire l'économie
de la réflexion collective de la société. Et donc, entre ce que vous appelez les experts et le législateur, eh bien, il y a la possibilité que la réflexion de la société soit la plus intéressante et la plus vivante possible. Avec le risque que Mme Michu interfère avec l'avis d'un expert informé. Alors, c'est ça aussi la limite de la démocratie et la discussion libre en démocratie. Et c'est un principe de l'éthique biomédicale moderne. Quand on considère que toute personne qui n'a évidemment pas fait 10 ans d'études médicales et 10 ans de pratique médicale, peut être informé d'une manière qui lui permet de participer au choix qui concerne son traitement. C'est ce pari, vous parliez au début de la transmission de la connaissance, c'est ce pari que toute connaissance peut être mise à la disposition de chacun lorsqu'il s'agit, encore une fois, de réfléchir à des questions fondamentales qui concernent les droits et les libertés. Et donc l'expertise, d'une certaine façon, encore une fois, je pense que l'articulation et la hiérarchie, il n'y a pas de choix libre et informé s'il n'y a pas de transmission et de mise à disposition des connaissances, mais les personnes et la collectivité ne sont pas au service des connaissances. La connaissance est au service de la liberté de chacun individuellement et collectivement. Et donc elle est essentielle, à condition, encore une fois, qu'elle ne dicte pas la conduite lorsqu'il s'agit Quand même, je vous dirais comme Pascal, qui veut faire l'ange fait la bête. C'est-à-dire qu'il faut quand même prendre la mesure de l'écart qui existe, incontestable, entre le droit et le fait. C'est-à-dire qu'un certain nombre de principes qui sont ceux de nos sociétés démocratiques et qui viennent de la démocratie citoyenne, n'est-ce pas, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. On oublie, n'est-ce pas, que entre le droit et le fait, c'est-à-dire l'espace social où, actuellement, avec justesse, n'est-ce pas, nous accentuons la recherche de la diversité, non seulement dans la durée de la vie humaine, puisque nous naissons fragiles et nous mourrons fragiles, nous ne sommes pas toujours au sommet de nos performances, et de la diversité également dans nos expertises, dans nos aptitudes, dans nos performances, eh bien, il y a, si vous voulez, un hiatus dont on ne prend pas toujours suffisamment la mesure. Et ça, c'est le danger. Voilà, et là, je rejoins vos mises en garde, cher Marc Boinchet, c'est le danger, évidemment, d'une législation a priori trop digitalisée, ou si vous voulez, d'un principe de précaution a priori, qui veut prendre en compte une complexité qu'elle ne peut pas saisir, n'est-ce pas ? Qu'elle ne peut pas saisir. Et d'ailleurs... Qu'elle ne peut même pas écrire. Enfin, non, mais bien entendu. Et d'ailleurs, c'est vrai pour toutes les questions de société. Alors, il y a des questions de société. On le voit en ce moment, les questions de parité, d'IVG... Oui, mais ça a été vrai pour la question de la peine de mort. Ça a été vrai pour la question du mariage pour tous. Ça a été vrai hier pour la question de la parité, ça l'est encore. Enfin, toutes ces questions qui sont aujourd'hui ouvertes, n'est-ce pas ? Enfin, ouvertes et, d'une certaine manière, infléchies par des lois qui ont... Mais quand il s'agit de questions comme celle-là, n'est-ce pas ? D'abord, on peut remarquer plusieurs choses. Premièrement, nos sociétés évoluent, n'est-ce pas ? Nous adoptons des lois que nous n'aurions pas adoptées il y a quelques décennies. Nos sociétés évoluent. Mais pour qu'elles évoluent correctement, sans, si vous voulez, heurter perpendiculairement ce à quoi les humains, n'est-ce pas, tiennent le plus, ce qui pour eux n'est pas une affaire, n'est-ce pas, de gain immédiat, mais au fond des normes qui structurent leur existence et leur conscience. Eh bien, justement, il faut deux choses qui sont absolument fondamentales. Il faut respecter, il faut un respect du point de vue de l'autre qui est différent du vôtre, mais qui n'a pas nécessairement tort, ou qui n'est pas nécessairement, si vous voulez, du côté obscur de la force, n'est-ce pas, pour parler comme dans la guerre des étoiles, parce qu'il ne pense pas comme vous. Je vois que vous avez regardé la télévision il y a 3 jours, vous. Non, ça depuis longtemps. Il faut d'une part ce respect fondamental, c'est-à-dire du temps. Il faut laisser du temps, n'est-ce pas, au débat. Voilà, et ça, c'est toute une chose absolument fondamentale. Et alors là, je dirais que puisqu'on parle de la parité, puisque au fond, demain, vous en parlerez notamment à 9h. Hein, c'est vous qui rejaillit avec la loi sur l'égalité des hommes et des femmes présentée. Alors maintenant, à gauche, vous voyez, le Figaro a épinglé le vocabulaire de gauche qui dit qu'au fond, il faut dire que c'est la loi pour l'égalité femmes-hommes. Oui, sinon, on n'est pas politiquement correct. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il faut le temps du débat parce qu'il faut le temps de la réflexion. D'un autre côté, il faut cesser aussi, je pense, dans notre pays, ce côté de considérer que la loi a un caractère incantatoire,
nous n'avons pas souvent dans notre pays ce que Amartya Sen appelle l'accès au droit, sans lequel le droit n'a pas de sens. Scolarisation des enfants en situation de handicap, accès aux soins palliatifs, droit opposable au logement. Tout simplement parce que le droit n'est pas enseigné. Je ferai remarquer que le droit, malgré toutes les revendications, le droit n'est pas enseigné. Mais c'est pas une question de droit. Lorsqu'il n'y a pas d'accès aux soins palliatifs, alors qu'une loi depuis 14 ans, depuis 15 ans aujourd'hui, l'a institué comme un droit de chacun, nous vivons dans cette illusion que lorsque le législateur... Le droit au rail. Voilà, lorsque le législateur a passé une loi, au fond, cette loi s'appliquerait toute seule. Et donc il n'y a pas cette notion que non seulement le débat, l'appropriation des questions par la société pour rendre la démocratie vivante, mais que si chacun ne se sent pas responsable du fait de faire rentrer le droit et la loi dans la réalité, eh bien elle reste quelque chose de virtuel qui dissocie la loi de la société. Et donc je crois qu'il y a vraiment une réflexion sur le temps du débat en amont et la volonté de rendre ensuite, de faire rentrer dans la réalité ce que l'on a considéré à un moment, à tort ou à raison, comme la meilleure solution pour vivre ensemble. Puisque la question de l'IVG à nouveau passionne à nouveau les foules et crée du débat, juste une petite archive, un petit rappel. Nous sommes le 28 novembre 1974, lors de l'examen de la loi Veil donc sur l'interruption volontaire de grossesse. Écoutez donc Michel Debré qui défend à la tribune de l'Assemblée nationale sa conception de la maternité. Nous sommes en novembre 1974. Passer de la répression aveugle à l'absence totale de contrainte, c'est aller d'un excès à l'autre, d'une erreur grave à une autre erreur grave. C'est marquer une sorte d'abdication du législateur devant la difficulté. Ce que je propose, affirmer le principe du respect de la vie humaine. Ensuite, accueillir, soutenir, protéger, promouvoir la maternité, qui sera le plus souvent une maternité volontaire, mais qui doit être une maternité féconde. Enfin, déterminer les procédures raisonnables, mais exceptionnelles, selon lesquelles, face à des détresses dramatiques, l'interruption de grossesse peut seulement être autorisée. Voilà qui eût été du bon travail législatif, car c'eût été du bon travail social, à la fois national et humain. Voilà, c'est intéressant de voir comment le vocabulaire de l'époque mais correspond à un contexte qui aujourd'hui, évidemment, paraît un peu ancien. Jean-Claude Amezen, je vous vois les yeux plissés et sourire. Non, parce que je pense qu'il y a un contexte historique, non seulement dans le contenu du discours, mais dans la façon même où il est présenté. Il y a ce côté rhétorique, il y a ce côté... Et je crois encore une fois que le lyrisme est quelque chose de tout à fait appréciable, mais encore une fois, le débat, la délibération, le débat raisonné demande au fond de pouvoir dialoguer, écouter, et je crois que ça traduit un peu une époque où le discours était plutôt ce qui posait une vérité qui ne pouvait pas être mise en question, plutôt que la recherche collective de la meilleure réponse possible. Merci à vous, mais restez avec nous pour écouter ce qui nous arrive avec les camarades de Geoffrin, Conquet et de la Porte. Je rappelle, donc Blandine Krégel, d'ailleurs, c'est vous qui ouvrez le feu, si j'ose dire, demain. Les tables rondes sont animées par Adèle Vanrette et Martin Legros. C'est donc le forum Philosophie, l'année 2013, vu par la philosophie au Grand Amphi de la Sorbonne. Vous démarrez tout le go demain avec cette question, la parité nous met-elle à égalité? Eh bien, juste après vous, Jean-Claude Amezen, entre autres, avec d'autres débatteurs, abordera cette question. Ce titre me fait très peur, parce que, enfin, entre guillemets, racisme, sommes tous des singes. Hein, Jean-Claude Amezen. Oui, je crois que c'est, indépendamment du titre, je crois que c'est la question encore une fois, de l'attitude à l'autre, de cette tendance malheureusement immémoriale de rejeter les autres pour toute une série de raisons qui s'inventent au fur et à mesure que nos cultures évoluent. Voilà, et puis bien sûr, la journée continuera. Vous aurez tout le programme sur franceculture.fr.